Donc ça dure, la finale dure 2 jours et demi. Et là, je mets tout sur la table. Je perds 3 kilos en 3 jours. Je mets tout ce que j'ai appris dans les 3 dernières années, plus ma personnalité, plus, tu sais, en 33 heures, tu penses à la famille, aux amis, aux sacrifices que tu as fait. Bien sûr, je pense à mon père. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 4 de Face au miroir, réalisée en coproduction avec 20 minutes. Alors, aujourd'hui, je pense espérons qu'on ira bientôt tous manger dans son restaurant, hein, parce que j'ai la chance et le plaisir de recevoir Fabien Perron. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup, Johan. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Ouais, franchement, c'est un grand plaisir. J'aime beaucoup la nourriture, donc je vais en apprendre pas mal sur toi, déjà. Mais la première question que j'aurais à te poser, Fabien, c'est maire ouvrier de France. Qu'est-ce que ça représente? Dans la profession, dans l'artisanat, ça représente arriver à un moment donné de sa carrière au Graal, à l'excellence de ce qu'on peut donner. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que le titre exact, c'est un des meilleurs ouvriers de France. Un D. En fait, un D'accord. des. Et ça, c'est pas anodin de le souligner, parce qu'on n'est pas le meilleur, on est un des meilleurs ouvriers de France. Et encore une fois, c'est une période faste de sa carrière. Mais pour nous, pour tous les gens qui sont dans les métiers de la main, de l'artisanat, c'est atteindre le Graal et être reconnu par ses pairs. Donc, c'est un joli titre. Mais il faut pas s'arrêter à ça parce que c'est le début d'autre chose. Et C'est ça. parfois, le titre entartre. Donc, il vaut mieux essayer ensuite de le faire vivre, ce titre. L'acquérir, c'est une chose, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Après, il faut le faire vivre. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que pour toi, ça a été, c'était un, on parle de ce sacre, on parle de ce titre, mais est-ce que en grandissant, tu avais des références, du sens, tu avais ton papa, bien sûr, qui était dans la Mhm. charcuterie, mais est-ce que c'était de toi-même quelque chose qui t'animait de devenir chef plus tard? Alors, devenir chef depuis tout petit, effectivement, j'ai grandi dans les effluves des marmites de mon père. Donc, j'aimais beaucoup ça. J'étais très inspiré. Mon père était un très bon artisan. C'était pas un meilleur ouvrier de France, c'était un excellent artisan. On mangeait bon. Et puis après, j'avais des références quand j'ai grandi dans ce milieu-là, où il y avait des chefs comme Paul Bocuse D'accord? ou des chefs comme Joël Robuchon, qui nous Oui, faisaient un petit peu rêver. Et on savait que c'était un petit peu les cadors de la profession, les papes de la profession pour c'est ça. Paul Bocuse, par exemple. Et effectivement, ça nous a animés, moi et beaucoup de collègues tout petits, et on se disait un jour on veut être comme eux, quoi. C'est beau Et on ça. veut porter ce col, hein, c'était, voilà. Donc déjà, quand tu allais à l'école, c'était peut-être un petit peu une pensée lointaine de te dire que ce serait possible. Oui, si ce n'est que j'allais pas beaucoup à l'école. Ah! Comment ça se fait? Pourquoi tu n'y allais pas à l'école, Fabien? Bah, je sais pas, ça a jamais été trop mon truc, l'école. Je pense que j'étais pas très scolaire. Et puis, moi, j'étais livré un petit peu à moi-même quand j'étais jeune. Donc, ma mère travaillait beaucoup pour nous élever. Et donc, j'aimais pas trop l'école. J'étais meilleur au baby-foot au café de la gare qu'en devoir de maths ou en devoir de français. Donc, j'allais pas souvent à l'école, pas assez souvent. Mais tu n'y allais pas parce que tu n'avais pas envie? Ou est-ce que même quand tu y allais, du sens, en fait, tu n'avais aucun intérêt pour l'école? Oui, c'est ça. En fait, j'avais pas envie, j'aimais pas forcément ça. Je préférais retrouver les copains, jouer au ballon le long de l'église ou aller effectivement faire du baby-foot au café de la gare. Et puis, je crois que c'est un système qui me convenait pas vraiment en fait, le système scolaire. Je pense que peut-être aussi lié à la séparation de mes parents et au divorce de mes parents, Que j'en t'avais- voulais un petit peu à tout ce qui était relatif à l'autorité D'accord. ou tout ce qui était relatif à la justice, ce genre de choses. J'étais pas fan qu'on me dise à telle heure Tu as tu dois fait être à avec tel la- endroit, tu dois faire tes devoirs, ceci, cela. Donc je pense que j'ai essuyé pendant beaucoup d'années des observations où c'était marqué a des capacités mais ne les exploite pas. Ah, Voilà, sur vraiment. mes bulletins scolaires. C'est ça le bulletin. Ouais, c'était ça régulièrement. Ouais, Et les très très parents? régulièrement. C'est comment ça? Bon alors, voilà, mais moi je j'ai pas connu mes parents ensemble, ils sont séparés, j'avais 2 ans et demi. Comme je le disais, ma mère, elle travaillait beaucoup, un peu pour nourrir la famille aussi. Donc, moralité, je signais souvent le carnet de correspondance à la place de mes parents. J'essayais d'attraper le bulletin de notes dans la boîte aux lettres avant que ma mère l'attrape. Ah! Ouais, j'étais un peu rock'n'roll. Je pense que j'aurais pas aimé que mes filles elles fassent un dixième de ce que j'ai fait à ma mère, par exemple, tu vois. Donc c'était tendu, ouais, c'était chaud. Mais tu le racontes à tes filles?
Ouais, elles savent tout. Elles savent tout? Ah, mes filles, elles savent tout. Maintenant, elles sont grandes, elles ont 25 ans et 21 ans, mais elles savent que j'ai eu une enfance assez rock'n'roll. Assez... Tu vois, par exemple, alors donc j'ai grandi en France, Oui. et en France, on parle quand tu as 11 ans, tu vas en sixième, après tu vas en cinquième, après tu vas en quatrième, et tu vas en troisième, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait que de sixième et de cinquième, et après j'ai arrêté l'école, et l'éducation nationale voulait plus de moi, donc... Pourquoi? parce que j'étais arrogant, parce que j'étais pas très sympa avec le corps enseignant, parce que j'ai été viré une fois du public, une fois du privé, encore une fois du public. Donc, non, non, ouais, je pense que l'éducation nationale était content de se séparer de moi et à Et 15 ans et toi? demi de me faire un papier, parce que normalement en France, tu n'as pas le droit de travailler avant 16 ans. Mhm. Donc l'éducation nationale, et moi je suis né le 26 décembre, mais Ah ouais, l'éducation nationale au mois de mai-juin, ils m'ont fait un papier, ils m'ont dit vous avez 15 ans et demi, mais vous pouvez y aller. ouais, faut y aller. Partez dans le monde du travail parce qu'on veut plus de vous là, c'est plus possible. Et ça, tu penses avec du recul, Fabien, ou même quand tu étais, on va dire, présent et que tu vivais tous ces moments-là, tu penses que c'est dû au fait de la séparation de tes parents, comme tu les as pas connus ensemble ou pas? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui ont fait que, en fait, tu n'avais aucun intérêt à aller à l'école, ou même que, voilà, tu étais peut-être rock'n'roll, comme tu le disais, insolent avec les profs? C'est venu d'où, ça? Ouais, je pense que c'est peut-être lié à la séparation de mes parents parce que en fait, quand mes parents se sont séparés, mes frères et moi, on était un petit peu tiraillés par le fait que voilà, mon père, il avait un peu de soucis à payer la pension alimentaire. Donc à l'époque, en France, à cette époque-là, ben, on disait si le papa il paye pas la pension alimentaire, il a plus le droit de voir ses enfants. Mhm. Moi, je trouvais ça assez injuste comme Mhm. truc. Je dis voilà, il a des difficultés, pourquoi on n'a pas le droit de le voir? C'est nous qui sommes punis Bien sûr. finalement. Et donc j'en voulais un petit peu. Je pense que j'en ai voulu longtemps. J'ai souvent eu des chimères, des colères intérieures face à la société ou alors face à des systèmes établis où je me sentais victime finalement de ce pouvoir, de cette justice. Et donc tout ce qui représentait l'autorité, Ça tout allait ce qui pas. représentait ce qui devait me donner des ordres ou me faire faire des choses, Ça moi, collait pas. non, ça collait pas. Moi, donc j'étais alors que j'ai rencontré des profs fabuleux, des gens qui ont toujours cru en moi et qui m'ont Mhm. même recontacté 20 ans ou 30 ans après en me disant félicitations, bravo, on savait de toute façon qu'un jour tu allais éclore. Mais arriver en cours à l'heure, pas possible. J'étais toujours au fond de la classe à côté du radiateur. J'avais tendance à répondre un petit peu, même à des profs sympas finalement. Hein, moi, après coup, je me suis aperçu que c'était des gens finalement super sympas. Mais moi, j'étais vraiment pas sympa avec eux à ce moment-là parce qu'ils représentaient pour moi l'autorité, le pouvoir, etc. Donc, ouais, Ok. un peu tendu, ouais. Tu filais mauvais coton aussi ou... Oui, oui, mais je vais pas dire que je me suis un petit peu auto-élevé, mais je crois que je me suis toujours mis des barrières et des limites, et j'ai jamais, par exemple, jamais manqué de respect à des gens dans la rue, ou j'ai toujours essayé de rendre service quand même aux autres. D'accord. Donc, j'ai pas reporté cette colère, ou j'ai pas reporté sur du vandalisme, par D'accord. exemple. D'accord. Ça, c'est un truc qui m'a jamais. J'ai toujours respecté l'autre, j'ai toujours respecté le matériel, le bien public, etc. Ça, par contre, c'est l'autorité en elle-même, pour moi, qui était insupportable. Donc à 15 ans et demi, on te dit, allez Fabien, vas-y. Mais est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire à ce moment-là? Moi, j'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé bien manger. Mais ma mère, elle me disait, tu devrais travailler tes manuels, on sent que t'es manuel, t'aimes bien un peu les calculs, les choses, les dessins, tu devrais. Puis elle rêvait d'avoir un enfant menuisier. Donc elle me dit, je connais un monsieur qui a une belle menuiserie au-dessus de chez nous, tu vas aller travailler chez lui. Donc j'ai fait 5 jours chez lui. C'était super agréable, ça sentait bon, c'était beau, c'était de l'artisanat, c'était du bois. Jusqu'au vendredi où il m'a fait visiter son atelier. Et en fait, j'ouvre une pièce et là, le gars fabriquait des cercueils. Oh. Et là, c'est arrêté ma carrière de menuisier. Là, j'ai dit, moi, c'est pas possible. Je peux pas fabriquer des boîtes comme ça. C'est hors de question. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai dit, t'as craqué. Je pas fabriquer des trucs comme ça. Mais ta maman n'était pas au courant que c'est les cercueils Non, qu'on t'a envoyé? non, elle savait que c'était un menuisier ébéniste, mais elle savait pas qu'il était spécialisé dans la fabrique de cercueils. Oh là là. Donc, j'ai dit là, moi maintenant, je vais aller voir mon père et je vais lui dire, moi, je veux faire comme toi. Donc, je suis allé voir mon père. D'accord. Et je lui ai dit, voilà, moi, papa, je vais faire la charcuterie. Ce que tu fais, c'est bon, ça me plaît, c'est manuel, c'est technique. Et en fait, mon père m'a dit, écoute, tu sais quoi, la charcuterie, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas trop un métier d'avenir parce que l'artisanat dans la charcuterie, c'est compliqué. Il y a de plus en plus de boîtes qui font de la salaison, de l'industrie agroalimentaire. Il me dit, oriente-toi plutôt sur la cuisine. Donc, du coup, j'ai fait un CAP de cuisinier. J'ai trouvé une entreprise qui m'a pris.
encore une fois, comme je n'étais pas trop bien à la maison ou assez livré à moi-même, j'ai trouvé une entreprise qui m'a pris en apprentissage à 7 km de chez moi. Et puis finalement, j'étais nourri, logé. D'accord. Donc j'ai retrouvé une famille, en Mhm. fait. Tu vois, j'ai retrouvé une famille et j'ai même envie de dire que j'ai trouvé un fil d'Ariane, en fait. D'accord. Et là, je me suis calmé, je me suis apaisé. L'autorité m'a beaucoup moins dérangé parce que tu sais, dans une cuisine, il y a un chef de cuisine, Bien c'est sûr. assez autoritaire. Hein, on appelle ça une brigade, Bien donc sûr. c'est un peu militaire même. Mais ça m'a parfaitement convenu. C'est cadré. Ouais, direct. Ça m'a cadré. J'étais dans un bon élément. J'ai tout de suite adoré ce que je faisais. Cuisiner pour les autres, partager. Donc ça, c'était vraiment fabuleux. Et là, je me suis trouvé la voie, quoi. Et là, Mais donc, tu vois, parce que je trouve que ce qui est vachement intéressant, c'est que ton papa faisait quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que lui, c'est dans la charcuterie. Et quand tu dis charcuterie, c'était quoi? C'est genre vraiment jambon, Ouais. C'est ça. salami, tout ce genre de choses que tu... Exactement. Et il t'a dit, non, ça, c'est pas la bonne voie. Va cuisiner. Mm. Et là, tu t'es tombé d'amour, donc, pour cette profession, plutôt que... Parce que comme tu la connaissais pas. Clairement. Clairement, non. Je suis tombé d'amour de la profession et puis de l'environnement dans lequel j'étais partage, aussi. ouais. Tu vois, Ouais. à la fois du métier, parce qu'on travaillait de la volaille, du poisson, du gibier, des légumes, des fruits. Et le spectre, il est très très large en cuisine. Tandis que la charcuterie, c'est essentiellement cochon, Exact. pâté en croûte, terrine, saucisse, etc. Exact. Rillettes, comme tu le disais. Ou salami. Mais la cuisine, le spectre est encore bien plus large. Tu fais un peu de dessert, un peu de poisson, un peu de viande, un peu de volaille, un peu de gibier, un peu de légumes, un peu de fruits, voilà, un peu de céréales. Donc, j'ai trouvé cet univers extraordinaire. Et encore une fois, l'environnement dans lequel j'ai fait mon apprentissage était aussi, lui, extraordinaire, avec une famille. J'ai retrouvé un espèce de microcosme Mhm. où on s'aide les uns les autres, où on est content de se retrouver. On est content de se quitter pour partir en week-end, mais on est content de se retrouver, de rebosser ensemble. D'accord. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et mon père, quand lui m'a dit « fais pas de la charcuterie », c'est juste qu'il avait peur que ce soit pas un métier d'avenir Tout à fait. à cause des boîtes de salaison, de l'industrie agroalimentaire qui se venait, développait bien sûr. énormément. Et il m'a dit « je suis pas persuadé qu'il y ait une belle place dans l'avenir pour l'artisanat ». À l'époque, il avait pas tort. À l'époque, il avait pas tort. C'était 30 ans en arrière, il avait pas tort. Donc, je trouve que ça se confirme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le grand retour de la charcuterie contemporaine, de la charcuterie moderne, de la charcuterie moins grasse, moins salée, moins d'additifs, etc. Tu vois, tout n'est que cycle, en fait. Tout à fait. Et là, on est en train de revoir une émergence de la vraie bonne charcuterie, mais faite avec aussi le respect du produit et le respect de l'animal, L'animal. surtout. D'accord. Surtout. Donc ça, c'est chouette. Et donc, Fabien, qu'est-ce que tu préférais à l'époque préparer? Parce que tu m'as dit poisson, viande, légumes, fruits, dessert. C'était quoi on va dire, ta spécialité? Quand j'ai fait mon apprentissage, quand j'ai commencé, j'adorais travailler le poisson. Le poisson de mer, c'était quelque chose que j'adorais. Ensuite, je me suis plutôt orienté, on va dire, sur la volaille. D'accord. Parce que je trouvais aussi que c'était assez intéressant de voir les différences de volaille qu'il y avait. Ensuite, je me suis assez orienté sur le gibier. Ok. Et là, j'ai de la chance parce qu'en Suisse, c'est vraiment hyper culturel. Donc, le gibier, on se régale et on s'éclate pas mal en ce moment. Mais j'ai peine à dire que j'avais une spécialité ou que j'ai une spécialité. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien la juste cuisson, le juste assaisonnement, etc. Et puis après, peu importe le produit. Mais j'aime bien voilà, il y a une réflexion à avoir sur la cuisson d'un poisson, la cuisson d'une volaille, la cuisson d'une pièce de viande. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est à la fois le produit, bien sûr, Tout à fait. son éleveur ou son producteur. Moi, j'adore les histoires. J'aime bien que le produit il ait une histoire et qu'on mette surtout en avant aussi les gens qui... Voilà, les bons producteurs, c'est aussi eux qu'il faut mettre en avant parce que nous, on n'est pas des magiciens. Si le Tout à produit fait. à la base, il S'il y n'est a pas pas bon, bon. c'est compliqué. C'est clair. Et donc voilà, j'ai pas une spécialité, si ce n'est que maintenant, je suis meilleur envoyé de France charcutier traiteur, mais sinon, j'ai pas une spécialité en cuisine. J'aime bien travailler un petit peu toutes les choses, mais chaque chose minutieusement et correctement. Donc ça, c'était toute la semaine. Ouais. Et le week-end, tu rentrais à la maison? Ou tu pouvais Alors le week-end, t'étais plus libre? Ouais, non, j'étais plus libre. Je partais avec les copains, les copines, on allait en week-end, on bougeait. J'ai rarement été attaché au nid quand j'étais jeune. D'accord. Ouais, déjà, j'avais pas le sentiment vraiment d'avoir un nid, on va dire. Ok. Et donc, j'étais pas très attaché au nid. Mes frères et moi, on a très, très jeunes, très vite, on a volé de nos propres ailes. Et après, encore, j'ai beaucoup de respect pour mon père et pour ma mère. Pas de souci vis-à-vis de ça. D'ailleurs, je leur dois, à mon avis, l'amour du travail et du courage et de la force. L'abnégation, ouais. Parce que, clairement, ils ont été, pour mes frères et moi, je pense qu'ils ont été des modèles et des exemples de force de travail. Ça, c'est une évidence. Et si mes frères et moi, on est courageux et qu'on aime le boulot, c'est parce qu'on a vu nos parents bûcher pour s'en sortir.
et prendre du plaisir en même temps. C'était pas du labeur, c'était travailler tout en prenant du plaisir. Mais j'avais pas vraiment d'attache, quoi. Jusqu'à temps que moi, un jour, j'ai mon nom sur une boîte aux lettres chez moi. J'avais pas le sentiment avant d'avoir vraiment un point d'attache. D'accord. Et tu avais ce petit... tu sais, je trouve toujours, c'est toujours intéressant quand tu discutes un petit peu et tu étais plus jeune avec les femmes, c'est souvent « Ah, j'aime bien quand quelqu'un sait bien faire la cuisine. Est-ce que c'était un petit peu ton atout pour la drague, ça, Fabien, ou pas du tout? Tu t'en servais ou... Oui, alors ouais, ça a dû m'arriver forcément. Forcément, ça a dû m'arriver, peut-être pas dans mes tout débuts, mais oui, ça a dû m'arriver. Et puis bon, alors après, encore une fois, c'est un microcosme aussi, la cuisine. Donc quand tu vas dans un restaurant où il y a 20 employés, bah à l'époque, tu avais forcément 4, 5, 6 serveuses, 4, 5, 6 cuisiniers, etc. Bon, bah voilà, tout ça, ça crée des émulations, ça crée des rencontres. Puis même quand tu es en apprentissage, tu rencontres aussi les serveuses des autres restaurants. Ouais. Donc tout ça, c'est encore une fois dans ce microcosme, c'était assez sympa. Mais peut-être qu'après, oui, ça a pu m'aider parfois de temps en temps de dire, écoute, je te fais un petit dessert. Même au réveil, je te ferai un petit brunch sympa. Mais ouais, non, en général, c'est vrai qu'un homme qui sait cuisiner, c'est un atout. C'est clair. C'est un atout. Et est-ce que c'est un milieu compétitif? Du sens même déjà à cet âge-là, est-ce que tu ressentais le fait de vouloir être meilleur qu'un tel ou meilleur qu'une telle? Est-ce que c'était quelque chose, parce que tu m'as parlé de famille, donc c'est plutôt j'ai envie de dire une solidarité, vous travaillez ensemble, mais est-ce que tu développes pas aussi un petit peu un côté compétitif de « Ah, lui, il a réussi à faire ça avant moi, attends, il faut que je me... » Ça l'est. Ça l'est clairement. Ça l'est clairement. Et puis, moi, je l'ai beaucoup vécu plus jeune avec les guides. Hein. Tu vois, les guides, lui, il travaille dans une étoile Michelin, l'autre dans 2 étoiles Michelin. Donc, il y a un peu de compétition. Quand tu es à un poste et puis que l'autre, il est à côté de toi, tu as envie de lui montrer que tu vas aussi vite, sinon mieux et bien. Même entre restaurateurs, c'était assez rigolo quand on était gamin parce que tu disais à un collègue, alors, vous avez bien bossé samedi soir, vous avez fait combien de couverts? Le gars, il disait, bah, nous, on a fait 48 couverts. Tu lui répondais, bah, non, on en a fait 52. Juste pour... Voilà. Donc... Sur le bouchon, quoi. Voilà. Non, c'était un petit peu ce milieu-là. Je pense que ça s'est beaucoup apaisé, et tant mieux, parce que c'était aussi dur. Je pense que le monde de la restauration va beaucoup mieux. Il y a 30 ans en arrière, toi, on a parlé de violence en cuisine, on a parlé de métiers difficiles, on a parlé de la drogue, de l'alcool qui circulait beaucoup. Je pense pouvoir dire maintenant qu'il y a un peu plus de psychologie en cuisine, qu'on prend un peu plus soin des collaborateurs, qu'on les valorise un peu mieux qu'avant. Donc après, ça reste un métier de passion. Tu peux pas durer dans le temps si t'es pas foncièrement passionné par ça. Il y a beaucoup de gens, on l'a vu aussi malheureusement à cause du Covid, qui ont changé de voie. Donc il faut repenser la chose, mais oui, ça reste un milieu de compétition, et puis mais ça doit rester une compétition saine, tu vois, ça doit rester une compétition saine. On peut pas être et avoir été. Moi, j'ai envie que mon second il soit meilleur que moi, j'ai envie que l'apprenti que je forme en ce moment dans 10 ans il soit meilleur que moi, et il faut que ça reste une compétition saine, et voilà, rien de... Faut pas que c'est... je pense qu'il y aura plus de violence, je pense qu'il y aura plus de méchanceté. Maintenant, les choses se disent, les langues se délient. Donc, et tant mieux. Et tant mieux. Et il faut que les gens ils prennent du plaisir à aller au restaurant, à aller cuisiner. Ça, c'est hyper important. Et l'Angleterre, qu'est-ce que ça représente pour toi? L'Angleterre, c'était top. Par contre, voilà, c'était 1 an et demi assez rock'n'roll. J'étais dans l'Essex, j'étais à Southend-on-Sea. Bon, voilà, là, c'était une période, j'ai fait 1 an et demi. C'était chaud. C'était des nuits très très courtes, c'était des grosses fiestas. C'était une période de ma vie où j'étais assez content parce que on va pas en Angleterre pour apprendre à cuisiner. Enfin, moi, je suis pas allé en Angleterre pour apprendre à cuisiner. Je suis allé en Angleterre pour apprendre à parler anglais. Ça m'a beaucoup servi ensuite. Mais par contre, j'ai passé aussi beaucoup de temps au carnaval jamaïcain de Notting Hill. Voilà, vraiment, là, j'étais sur une autre planète. Là. Donc, c'était pas vraiment le voyage en Angleterre n'était pas forcément pour aller, on va dire, oui, parce que tu as raison, en fait, l'Angleterre n'est pas forcément connue pour la nourriture, mais... Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Ouais, clairement. Il y avait Joël Robuchon, d'ailleurs. J'y étais plusieurs fois. Ouais. C'était très, très, très bon. Donc, c'était plus, en fait, un voyage ludique, quoi, en fait, pour te... Ouais, alors, à l'époque où j'y étais, on disait... les Anglais mangent pour vivre, les Français vivent pour manger. Donc on disait ça à l'époque. Après, moi, j'y suis allé, à l'époque, c'était pour suivre une copine, voilà, qui voulait absolument aller en Angleterre. Donc je dis, OK, si tu vas, j'y vais.
Et puis après, ça m'a servi toute ma vie parce que j'ai appris l'anglais. Mais c'est pas là-bas que j'ai appris la cuisine. Et là-bas, j'ai vécu vraiment des nuits courtes, de la grosse fiesta pendant 1 an et demi. Ouais, c'était un an et demi assez enfumé. Ouais, c'était chaud. Ouais. Je suis revenu, je pense que j'avais perdu 8 kilos. Mais j'avais vécu. Pas de la nuit. Ouais, j'ai vécu des choses extraordinaires. C'était fabuleux. Mais je suis pas sûr, professionnellement parlant, ça m'a beaucoup construit. D'accord. Par contre, je parlais anglais en revenant. Mais tu vois, par contre, alors, si on parle, c'est quoi le terme, gustativement? Ouais. Donc, tu as quand même pu manger, tu as pu te faire une idée, ou est-ce que c'était vraiment, tu as fait abstraction de tout ça en étant en Angleterre? Ou tu avais quand même ce truc à se dire, bah, attends, ce qu'ils font ici, c'est une catastrophe, ou ce qui se passe ici, je peux faire. Tu vois, est-ce que c'était juste vraiment fiesta? Non, c'était fiesta. Non, clairement. Il n'y avait plus cuisine, il n'y avait plus rien. Non, la cuisine, là, c'était juste pour recevoir un salaire hebdomadaire. Okay. Et que je dépensais dans les 48 heures dans les boîtes de nuit. Et non, j'ai pas. Toi, j'ai aucun souvenir en me disant ah ouais, tiens, cette recette, je la ramène d'Angleterre, elle me resservira un jour dans ma vie. Toi, mais t'as quand même bossé en cuisine en Angleterre? Ah ouais, 1 an et demi. Ah voilà. Ouais, okay. J'étais en cuisine dans un restaurant. Hein. Dans lequel? À Southend-on-Sea, ça s'appelait Fleur de Provence à l'époque. Fleur de Provence, nom français. Ouais, c'est un nom français parce que c'était tenu par un patron qui s'appelait Marcel Bouchanga. Okay. Et qui était français, qui était installé là-bas. Et non, j'ai bossé pendant 1 an et demi pour suivre ma copine. Donc, j'étais dans un resto, midi et soir. Non, j'ai bossé. C'était une expérience hyper sympa. J'étais content de travailler là-bas. J'étais content d'apprendre à parler anglais. Mais ça n'a pas été d'un grand apprentissage professionnel pour moi, quoi. Par contre, ça a été 1 an et demi de Java. Mais voilà, c'est cool quand tu as 21 ans en Angleterre, dans ce milieu-là, dans le milieu de la restauration, et que tu peux faire la fête et te payer tes fêtes avec ta sueur. Mais non, ça reste une super expérience, mais je ne suis pas sûr que c'est là que j'ai grandi beaucoup culinairement parlant. Et le 3 avril 2006. Ouais, ça, c'est un peu plus dur. Ouais. 3 avril 2006, 8 h du matin, je reçois un coup de fil et brutalement, mon père décède. Donc mon père, fin de vie assez compliquée, 60 ans, gros diabète, 61 ans, on lui enlève un doigt de pied, 62 ans, on lui enlève la cheville, 63 ans, on lui enlève une jambe, 64 ans, il décède brutalement. Donc ça, dur, très très dur. Et paradoxalement, j'en ai fait assez vite et assez bien le deuil. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais été aidé pas mal à cette époque-là par la famille Sagna. Oui. Parce que la relation au décès, dans ma culture, elle n'est pas la même que dans la leur. Et il m'avait fait comprendre à l'époque, Bassirou, que finalement, nous, on avait un peu trop tendance à vivre avec nos enfants et à avoir tendance à oublier nos aînés. Et c'était un petit peu une façon de dire, t'inquiète, il est plus là, mais finalement, il sera peut-être encore plus présent maintenant qu'il n'est plus là. Et ça, c'est une approche que je n'avais pas eue, mais qui m'a beaucoup aidé à faire le deuil de mon père. Surtout qu'en plus, tu n'avais pas forcément ce lien, comme tu le disais auparavant, qui faisait que tu n'allais pas souvent le voir, ou même au téléphone, ou c'était... Clairement. Et puis, paradoxalement, quand mon père était en vie, je ne pensais pas forcément tous les jours à lui. Maintenant que je ne l'ai plus, je crois que je pense tous les jours à lui. C'est assez étrange, ce sentiment. Mais c'est un truc fabuleux, par contre, qui m'anime, et j'en ai fait vraiment quelque chose de très positif. Et le jour où j'enterre mon père, je suis avec mes frères, et je leur dis, les gars, il y a quand même un truc qui me fait halluciner, c'est que papa m'a orienté vers la cuisine, alors que c'était un excellent charcutier. Et j'ai les boules parce que je ne connais pas 10% de son savoir. Et là, je me dis, la seule façon d'acquérir ses connaissances et ses compétences dans la charcuterie, c'est de préparer le concours de meilleur ouvrier de France. Et là, je leur dis, c'est décidé, on n'enterre papa aujourd'hui, demain je m'inscris à la prochaine session du concours de meilleur ouvrier de France et pendant 3 ans, je vais me mettre en quête d'aller acquérir ce titre. Alors, je ne sais pas si c'était pour lui rendre hommage ou pas hommage, finalement. Je pense que je l'ai fait pour moi. C'est un concours qui reste assez égoïste malgré tout, parce qu'on met quand même pendant 3 ans un peu la famille de côté, les amis de côté, etc. Il faut être assez focus sur ce truc-là, parce que si tu veux, ce concours, il a lieu tous les 4 ans. C'est un petit peu comme un sportif de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques. Tu sais que si tu l'as cette année-là, c'est cool. Si tu ne l'as pas, tu as 4 ans, et en 4 ans après, il peut encore se passer beaucoup de choses, tu vois. Totalement.
Donc, je me mets en quête d'aller chercher ce titre, ce concours. Et donc, j'achète une entreprise en France. Et pendant 3 ans, tous les jours, pendant 3 ans, je travaille sur ce concours. J'essaye de faire le tour de France des meilleurs artisans, chacun dans leur domaine. Je rencontre des personnes extraordinaires qui me donnent un coup de main. Un pour le boudin blanc, un pour le boudin noir, un pour les émulsions, un pour les produits bourguignons, un pour les produits angelés, un pour les produits secs. Tu vois, je vais chercher le maximum, Vraiment le maximum et chez les meilleurs. Et chez les meilleurs. Donc, je prends 3 jours là, 4 jours là, 2 jours là. Après, je ne m'approprie pas leurs idées, je ne m'approprie pas leurs recettes, je veux juste m'approprier la technique. Et quand je rentre chez moi, souvent j'ai 3-4 heures de route, et là je dis, ben, moi je vais voir ça comme ça, moi je vais penser ça comme ça, moi je vais travailler ça comme ça, etc. Ce que eux font, c'est extraordinaire. Mais tu vas apporter ta touche personnelle. Ouais, je veux que ce soit mon concours, mon titre, donc il faut qu'il me ressemble, et je veux que ce soit ma philosophie qui soit dans cette charcuterie. Et donc voilà, donc j'achète une entreprise, ça me permet d'avoir un support technique et un support financier pour préparer ce concours. En parallèle, je suis prof de cuisine dans un lycée hôtelier à Sainte-Savine, à côté de Troyes, dans l'Aube. Ça, c'est 18h, 20h par semaine. Et puis ben, je prépare ce concours. Pendant ce temps-là, mon entreprise, elle grossit en France, à Sens, donc. Elle grossit parce que les gens sont contents, j'ai des bons retours. Sans le faire exprès, entre guillemets, mon entreprise est croissante. Ouais. Et puis, en 2010, je prépare la qualification de ce concours. Et en 2010, je passe la qualif et je reçois les résultats. Et donc, je suis qualifié pour la finale qui aura lieu en 2011. Voilà. Donc, j'apprends qu'on n'est que 12 en finale. Dans le sérail de la charcuterie, à cette époque-là en France, personne ne me connaît. Parce que je n'ai pas fait d'école de charcuterie, parce que je n'ai même pas un CAP de charcutier, parce que je n'ai pas fait cette école prestigieuse à Paris qui s'appelle le CEPROC, qui est spécialisée dans ce domaine-là. Donc, mais tous les autres, oui. Quasiment. Et puis, ils sont tous plus ou moins connus ou reconnus de la profession parce qu'ils ont fait d'autres concours avant. Moi, j'avais quand même fait 2-3 concours pour me préparer, parce que c'est toujours mieux de faire un petit peu de concours aussi pour s'aiguiser un petit peu sur la façon dont ça se passe. Dont un que j'avais gagné avec ma femme qui était en binôme et qui était à Rouen, le concours international des chefs charcutiers traiteurs. Donc ça, c'était assez sympa. Et donc en 2011, la finale a lieu à Clermont-Ferrand. Donc je me prépare, je reçois les sujets, je me prépare à fond pour la finale. Donc pareil, là je suis encore aussi aidé par un meilleur ouvrier de France qui est à Nancy, qui s'appelle Laurent Lalvé, qui m'a bien soutenu pour le concours. Et donc le concours, la finale à cette époque-là, ça change un petit peu à chaque fois, mais à cette époque-là, c'était 1h30 de gestion comptabilité, 1h30 de technologie et process de fabrication, 1 demi-heure d'oral d'anglais et 33 heures de pratique professionnelle. Ah oui, bien. Donc ça dure, la finale dure 2 jours et demi. Et là, je mets tout sur la table. Je perds 3 kilos en 3 jours. Je mets tout ce que j'ai appris dans les 3 dernières années, plus ma personnalité, plus, tu sais, en 33 heures, tu penses à la famille, aux amis, aux sacrifices que tu as fait. Bien sûr, je pense à mon père. Et 33 heures, à la fois, tu es focus sur le boulot, puis à la fois, tu vois un petit peu toute ta carrière, en fait. Tu t'aperçois que dans ce concours, tu y mets tout. Mais tu mets tes expériences, tu mets l'Angleterre, tu mets ta carrière, tu mets ce que j'ai vécu à Paris, tu mets tes rencontres, tu mets... En fait, 33 heures, tu as le temps de penser aussi à tout le monde, à tout ça. Pourquoi tu veux décevoir personne, pourquoi tu le fais, ta démarche et tout. Donc, je mets tout. Franchement, je mets tout. Je mets tout, je finis le concours, je suis mort, je suis lessivé. Tu es déjà marié à cette époque-là? J'étais marié, mais c'était une fin de mariage, entre guillemets, puisque je divorce quelques mois après. Et en fait, j'y mets tout. Et puis, donc on était 12 en finale et 12 méritants, tu vois, 12 mecs qui vivent aussi 33 heures ensemble dans le même labo, qui travaillent les uns à côté des autres. Personne ne démérite, en fait, tu vois. Ça se joue à quelques points, à quelques dixièmes de points. Et donc tout le monde est mort, tout le monde est claqué, tout le monde est vraiment fatigué, tout le monde a sorti du super bout de travail. Hein. Y a pas, quand tu es en finale du MOF, en général, c'est le haut du panier. Donc tu as quand même 12 gars qui sont alignés, mais 12 gars qui sont quand même pas bons, qui sont très bons, franchement. Et puis là, proclamation des résultats. Et là, il n'y en a que 3 qui sortent. Et je fais partie de ces 3-là, quoi. Donc là,
Bon, bah là, tu te liquéfies, tu pleures, tu sais plus ce qui se passe, tu touches plus trop. C'est un moment de vie, c'est un moment de Une carrière. consécration, quoi. C'est une consécration. Et puis, alors après, il faut aussi relativiser parce que tu vois, t'es 12 sur la scène, puis tu en as 9 qui sont à côté et Ouais, c'est avec sûr. qui tu as transpiré pendant 3 jours. Et ta joie, à la fois, elle est mitigée aussi avec le fait que celui qui est à ta droite et à ta gauche. Il a pas. Donc, tu vois, Bien tu sûr. pleures, tu te liquéfies, tu penses à tes enfants, ta femme, ta famille, tes amis, tout ça. Et puis, bon, après, tu fais pas non plus des bonds de 3 mètres en disant je suis le meilleur parce que tu penses quand même aux copains à côté qui t'auraient pu être à leur place ou faut rester humble avec ça, tranquille aussi, tu vois. Mais ça reste quand même un moment de vie, ouais, Inoubliable. extraordinaire, inoubliable. Inoubliable, clairement. Et puis, ça change une vie, ça change une carrière, clairement. Même si tu le fais pas pour ça, à la base, Ce titre t'ouvre quand même des portes. bah, ce titre t'ouvre ouais, des sacrées portes et puis c'est une reconnaissance à vie, tu vois. Tu portes ce col bleu, blanc, rouge après toute ta vie. Donc, bon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, faut pas en faire n'importe quoi. Totalement. Mais tu représentes l'excellence et puis pas au régional, tu vois, pas au national, à l'international. On en entend parler partout dans le monde de ce titre de meilleur ouvrier de Bien France. sûr. Donc, ouais, c'est pas rien, quoi. J'avais fait une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que, en fait, tu as vraiment investi 3 ans de ta vie pour arriver à la consécration. Et j'ai trouvé intéressant parce que tu m'as dit, après, je t'ai demandé, et tu étais marié à ce moment-là, tu m'as dit plutôt une fin de mariage. Est-ce que ces 3 ans investis pour justement atteindre ce titre et te lancer complètement là-dessus a eu un impact sur ton mariage? Oui, je pense clairement. Je pense clairement parce que moi j'ai acheté une entreprise pour préparer ce concours. Mon ex-femme, dès le début, elle m'avait dit écoute, moi j'ai pas trop envie de m'investir dans ce type d'entreprise parce que c'est ton désir, c'est ton souhait qu'elle respectait. Hein. Après, voilà, elle s'est super bien occupée de nos filles pendant ce temps-là et j'ai pas de grief ou je peux pas reprocher grand-chose. Et c'est vrai, comme je te disais, c'est une démarche un petit peu égoïste aussi. Parce que tu vas chercher quelque chose et autour de toi, ben, tu mets des gens, à la rigueur, tu leur demandes pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Tu leur dis, moi, je veux ça, c'est ce que j'ai envie au plus profond de moi. Et donc, tu fais des choses comme moi, j'ai pris une entreprise pour avoir ce support technique et financier. Et je sais que naturellement, voilà, mais elle avait été honnête dès le départ en me disant moi je veux même pas éplucher une carotte ou quoi que ce soit, c'est ton délire, c'est pas le mien. Et donc je respecte ça, tu vois, mais je sais que forcément que ça a eu un impact. Et bon voilà, c'est pas ça peut effectivement causer des dégâts, voilà. Mais aujourd'hui, avec du recul, tout va bien. Et mon ex-femme a refait sa vie. Moi, j'ai refait la mienne. Et nos filles vont bien. Et voilà. Donc, il n'y a pas de fin tragique, quoi. Voilà. Même si je sais que ça a forcément créé à une période de nos vies respectives des chagrins, même pour nos filles, à une période donnée. Mais avec du recul, après 10 ans, tout roule. Tant mieux, Fabien. Et ce titre de meilleur ouvrier de France te permet de faire le mariage de Bakary Sagna ou c'était avant? Non, alors, non, cette semaine du 10 juillet 2010, pardon, c'était une semaine assez extraordinaire parce que le mariage de Bakary était prévu 4-5 mois avant qu'il se marie. D'accord. Et j'ai reçu le résultat comme quoi j'étais qualifié pour la finale la veille de son mariage. Donc le 8 ou le 9 juillet, j'ai reçu le résultat comme quoi j'étais qualifié pour la finale. Donc j'étais super heureux, mais j'ai pas eu le temps de profiter de mon bonheur parce que 48 heures après, j'avais 900 personnes au vin d'honneur, 720 couverts à table à Sens. Et donc tout ça, c'était prévu bien avant, c'était parallèle, c'était... Non, rien à voir. Ah d'accord. Rien à voir du tout. Tu avais déjà la reconnaissance de la famille Sagna même avant. Ah ouais, clairement. Mais avant tout ça. Non, ouais, clairement. Ça, c'était... Alors ça reste aussi, je pense, le plus beau... La plus belle affaire de ma carrière, ça a été le mariage de Bakary. C'est vrai? Ouais, clairement. Ça a été la plus belle affaire de toute ma carrière. Déjà, parce que ses parents, qui sont des gens adorables, ils m'ont fait confiance. En me disant, Fabien, on veut que ce soit toi qui cuisine pour le mariage de Bakary. Mais on parle d'un mariage, encore une fois, 900 couverts au vin d'honneur et 720 à table. Après, je savais qu'il y avait 2 points sur lesquels il fallait être vigilant, parce que je connais parfaitement la famille Sagna, mais je connais surtout l'Afrique.
Et le fonctionnement, c'était le timing. Ah ouais. Voilà. Donc nous, on a une montre, mais eux, ils ont le temps. Voilà, et ça c'est bon. Et le nombre. Parce que finalement, on te dit 600 personnes et puis ils sont 720. Voilà. Mais c'est normal. Moi, je le savais parce que j'ai eu la chance d'aller 6-7 fois au Sénégal. Et je savais que ça allait se passer comme ça. Donc, tu avais tout prévu. J'avais tout prévu et j'avais dit aux équipes... J'avais embauché 54 personnes pour cette affaire. Ah ouais. Ouais, c'était costaud. Mais j'avais dit, vous inquiétez pas, ça va se passer comme ça. Les enfants devaient être 10, ils étaient 48. On savait plus qui arrivait dans tous les sens, mais c'était un moment extraordinaire. Extraordinaire. Ils m'ont fait confiance, ils ont été super adorables. On a fait un menu franco-sénégalais, entre guillemets. Donc, tu vois, on avait mis et des gougères et puis on avait mis des pastèges pour l'apéritif. On a fait un foie gras, mais on l'a fait avec un chutney de mangue. Du Sénégal. Ouais. Voilà, on avait mis un peu l'excellence à la française et puis la valorisation des produits du Sénégal. Moi, j'avais fait faire des vestes avec un col bleu, blanc, rouge et un col drapeau du Sénégal. Non, franchement, c'était... Waouh, tu sais que c'est magique. Incroyable, on se rencontre aujourd'hui, mais j'aurais dû être au mariage. Hein. Je pense, ouais. J'aurais dû y être, mais je sais plus pourquoi. Je sais pas s'il y avait une date équipe nationale ou quelque chose qui était... Ouais, mais tu sais, c'était le 10 juillet, donc c'était retour de Coupe du Monde. Ouais, 10 juillet, donc 2010. Donc, vous n'aviez pas repris l'entraînement, je crois. Alors, tu sais quoi, je sais pas pourquoi j'y étais pas, mais... non, j'y étais pas. Non, moi, j'avais peut-être repris l'entraînement parce que j'avais loupé la Coupe du Monde. Alors, ça se peut, ok. Et lui, en fait, avec les Bleus, ils sortent tôt. C'est ça, ouais. Donc oui, non, voilà, c'est pour ça que j'y étais pas. J'avais repris, moi. J'avais repris, j'étais en Angleterre. Non, mais il y avait une table Arsenal, hein. C'est clair, il y avait une table Arsenal, il y avait une table à GIA. Non, ça reste la plus belle affaire de ma vie et je parle même pas, on parle pas d'affaires financières. Non, on parle juste de les clients qui se sont mariés une semaine avant et les clients qui se sont mariés une semaine après, ils ont payé le même prix, tu vois. Mais moi, je remercierai jamais assez la famille Sagna de nous avoir offert cette opportunité. Aussi, il faut souligner quand même qu'ils ont imposé entre guillemets à Bakary de se marier à Sens parce que il aurait très bien pu se marier dans un château en région parisienne, tu vois. Oui. Mais son éducation fait que ils ont voulu faire travailler la ville de Sens, ils ont voulu se marier à Sens, ils ont voulu faire travailler tous les artisans et les commerçants de la ville de Sens, fleuristes, coiffeurs, restaurateurs, hôteliers, etc. Et les parents ses parents et même Bakary d'ailleurs, avaient à cœur que ça, de faire travailler les gens qui l'ont fait là où il a grandi. C'est beau ça. Et ils ont même sauvé entre guillemets un fleuriste qui allait pas très bien. À Sens, et ils ont pris la majorité des fleurs chez lui, uniquement aussi parce qu'ils savaient que, économiquement parlant, la personne n'est pas très bien à ce moment-là, quoi. Wow. Donc, non, respect. Un petit clin d'œil à la famille Sagna, alors. Merci encore pour ce moment, mais c'est beau, c'est bien d'avoir ces infos-là, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, hein. Tu sais, parce que là, tu dis 900 couverts. Donc, à l'extérieur, on se dirait, oh, quel mariage encore faramineux, ça a dû lui coûter ci et ça, mais non, il l'a fait à Sens, dans la ville d'où il vient. Il fait travailler les gens de Sens, donc c'est beau. Clairement, et puis si tu veux, c'était un beau mariage. Ils avaient du monde, etc., mais ça représente aussi un petit peu ce qu'il a vécu dans sa carrière. Mais c'était pas des fastes, il y avait rien d'extravagant. C'était un joli mariage, mais déjà très peu d'alcool. Oui. Voilà. Et puis pas de débordement, et puis une belle organisation et beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Et encore une fois, moi, Bassirou et Nabou, ses parents, m'avaient dit, jette un œil un petit peu à ce qui se fait vis-à-vis des photographes, vis-à-vis de tout ça, tu vois, parce que c'est pas forcément non plus un milieu qu'ils connaissent très bien. Et on a regardé ensemble un petit peu tous les devis, etc. Il n'y a pas eu... Non, ça a été fait... Mais à leur image, en fait. Tu vois, moi, je les connais, donc... c'est à leur image, voilà, et à l'image de la carrière de Bakary et de la personne qu'il est, tu le connais aussi bien que moi. Enfin, toi, c'est un collègue de travail. C'est ça. Non, c'est même un ami. C'est un ami, clairement, c'est un ami. C'est un ami. Donc Fabien, ce titre en poche, t'as dit ça ouvre des portes. Quelle porte tu choisis de prendre? En fait, moi, j'avais toujours cette entreprise, si tu vas à Sens. Et puis, j'étais bien. J'avais cette entreprise à Sens. J'étais prof de cuisine à Sainte-Savine. Donc, ça m'allait plutôt bien, tu vois. Et puis, alors là, la notoriété, la reconnaissance fait que le carnet de réservation, il se remplit, mais à vitesse grand V, tu vois. Après, les gens ont des exigences bien plus supérieures à celles qu'ils avaient avant. Sûr. Tu vois, par exemple, les gens avec qui j'avais déjà signé des mariages se sont pas privés de m'envoyer un petit courrier en disant « Monsieur,
félicitations pour le titre que vous avez obtenu. Nous avons signé un contrat pour le mariage de nos enfants avec vous. Nul doute que le prix n'augmentera pas et que la prestation sera à la hauteur de votre col Oh là ou de là. votre titre. Toi, Oh là là. on t'amène une petite pression, pression quand en même plus, hein. pour te faire. Allez. Voilà. Allez, Fabien. Ça, c'est bon, ça, c'est pour toi. Tu l'as maintenant, deliver. Ah, bah, il était super content, tu vois. C'est notre fille, avec le traiteur, ça va être le meilleur way de France. Tout. C'est clair. Ils étaient super contents, les gens. C'est clair. Mais clair. voilà. Après, encore une fois, moi, j'ai jamais fait ça pour briller ou j'ai jamais fait ça pour faire exploser mon entreprise ou quoi que ce soit. J'ai fait ça, c'était profond, c'était intrinsèque, c'était voilà. Et donc, moi, j'ai jamais voulu monétiser ce genre de choses ou quoi que ce soit. Et ça tombait bien. Et après, moi, je reconnais que je dois être né sous une bonne étoile parce que je rencontre souvent les bonnes personnes aux bons endroits au bon moment. Et février 2012, je suis en train de skier avec mes filles au Grand Bornand en face, dimanche soir. Et là, je reçois un coup de fil. Et on me dit, voilà, bonjour, je vous appelle. Je suis le doyen de l'école hôtelière de Lausanne. OK. Et vous avez un profil qui nous plaît, on nous a parlé de vous, et on crée un nouveau programme, année préparatoire à l'école hôtelière de Lausanne pour septembre 2012, et on aimerait bien que vous intégriez cette équipe. Alors moi, j'étais jamais venu en Suisse, voilà. L'école hôtelière de Lausanne, qui est un peu une business school, tu vois, c'était pas pour moi une culinary school, donc je comprenais pas trop le truc. Ouais. Et puis en fait, je dis bon bah écoutez, moi je vais venir, mais je vous préviens, je suis un jean basket parce que je suis au ski avec ma fille, je suis pas en dress code. Non, pas de problème. Il m'accueille, très bien. Je reste la journée, donc à l'école hôtelière de Lausanne, et là on m'explique ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire, comment ils envisagent un peu les choses, etc. Et donc comme je te disais, j'étais en phase un petit peu de divorce à ce moment-là, et là je rentre. En rentrant, j'avais pas pris la vignette pour l'autoroute, tu vois. Donc je rentre, je quitte Lausanne, je me mets sur les bords du lac, je vais à Genève, et à ma droite, j'ai les vignes de la côte, et à ma gauche, j'ai le lac Léman. Derrière, j'ai les Alpes, bien blancs. Tu te dis... Et là, je me dis, papa. Ouais. Là, tu te dis, là, je me dis, mais c'est quoi cette opportunité qui arrive, qui me tombe dessus comme ça, tu vois, j'avais rien cherché en fait. J'appelle ma femme, la personne avec qui je suis maintenant. Je vois mes filles, le lendemain, je les mets dans le télésiège, j'en mets une à droite, une à gauche. Et je leur dis, voilà ce qui vient de se passer, voilà ce qui m'est... Voilà. Donc, j'en parle quand même avec mes filles, elles sont plus jeunes à cette époque-là. Et je leur dis, je crois qu'il y a des trains dans la vie qu'il faut savoir prendre. Et celui-là, visiblement, ce serait dommage de le rater. Donc, je vais peut-être un peu m'éloigner de la maison. Mais par contre, on va vivre pendant des années, les week-ends ensemble, les vacances ensemble, etc. Pas comme si j'étais installé à mon compte encore, quoi. Parce que finalement, quand tu es traiteur, tu bosses surtout le week-end. Tout à fait. Donc, j'en parle à ma femme et elle me dit, bah, écoute, si tu vas en Suisse, moi, je trouve du travail en Suisse et je te suis. 72 heures après, je donne ma réponse, je vends mon entreprise, je quitte l'éducation nationale et on arrive en Suisse au mois de juillet. Est-ce que c'est une des meilleures décisions de ta vie? Je pense parce que quand tu réfléchis un petit peu à toute cette histoire, au fait que c'est assez rigolo, que moi, je n'aimais pas l'école, etc. et que je me retrouve à l'école hôtelière de Lausanne, je ne sais pas si c'est la meilleure décision de ma vie, mais en tout cas, j'ai aucun regret. Aucun regret, parce que j'ai donc travaillé 10 ans à l'école hôtelière de Lausanne. Et c'était une expérience extraordinaire, avec des rencontres extraordinaires. Et... C'est quoi la plus belle? La plus belle rencontre? À l'école hôtelière de Lausanne, les étudiants. Vraiment? Définitivement. Ces échanges? Définitivement, les étudiants. Ça a toujours été ma plus belle surprise à l'école hôtelière. La maison est belle. Heureusement, elle est première au monde. Les collègues sont brillants. Heureusement, ils sont dans la première école hôtelière au monde. Mais les étudiants qui rentrent, ça a été d'une richesse extraordinaire, plus de 100 nationalités, ça arrive du monde entier, ils ont toujours été gentils, ils ont toujours été... alors bien sûr, tu as peut-être 3-4% de menton haut, puis tu as vite fait de les... Voilà, de leur dire, recadrer, calme-toi, bien sûr. Calme-toi, là. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'était génial. 10 ans de rencontres extraordinaires. Mais en fait, ce qui est vachement paradoxal dans ton récit, et je trouve si beau, c'est que tu n'étais pas fan de l'école. Les institutions scolaires aussi ne pouvaient pas te piffer. Mais c'est toi aujourd'hui, ou à l'époque plutôt, qui apprenais en fait à faire la cuisine dans une des meilleures écoles du monde de la cuisine. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'il y a 2-3 écoles en France qui m'ont demandé d'aller faire un speech par rapport un petit peu à ce parcours assez atypique où finalement, bah ouais, je fais 2 6e, 2 5e.
Je me fais foutre dehors de l'éducation nationale, je me fais foutre dehors du privé. Après, j'essaye de retourner à l'éducation nationale, on me fout encore dehors. Et puis, je me retrouve après dans ma carrière à être professeur. Et puis, j'ai même fait pas mal de coordination pédagogique, etc., dans la première école hôtelière au monde. Ouais, donc, il y a... C'est fou, quand même. C'est un récit qui est assez atypique. Et j'en suis assez fier parce que c'est peut-être aussi un pied de nez, Bien sûr. des fois, à des systèmes où on pourrait des fois cataloguer des jeunes en disant lui, il fera rien dans sa vie, il est pas bon, il aime pas l'école, il fera rien dans sa vie. Et c'est un peu un contre-exemple qu'il y a des gens à 13, 12, 13, 14, 15 ans qui, pour une raison X ou Y, vont pas forcément s'inscrire dans un schéma. Et puis, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, 30 ans après, ils sont dans une autre posture et qui est super respectable au final. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça te fait alors quand tu as des étudiants qui arrivent à devenir eux-mêmes chefs ou est-ce que ça t'est déjà arrivé tu vois, qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Moi, ça me fait super chaud au cœur. Et tu vois, là, maintenant, on est installé depuis quelques mois avec mon épouse. Et finalement, régulièrement, j'ai des anciens étudiants qui viennent me voir et qui me disent ce qu'ils sont devenus. J'ai même un étudiant qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, qui est installé à son compte, et je l'ai eu en cours il y a 30 ans. D'accord. Tu vois, parce que comme je te disais, il n'y a pas 30 ans, pardon, je l'ai eu en cours en 2010, 2009-2010, sauf erreur, juste avant que je prépare mon MOF, tu vois, quand j'étais prof de cuisine à Sainte-Savine, dans l'Aube. Et ils viennent te voir 10 ans, quasiment 15 ans après, et ils viennent te voir avec leurs enfants. Ils sont devenus des parents. Ils sont toujours dans le milieu de la restauration, de la cuisine, et ils te disent merci chef parce que vous m'avez ouvert la voie et puis vous avez été un exemple ou un modèle, etc. Et je me dis, mais encore une fois en toute humilité et sans prétention, et je me dis, si à un moment donné j'ai pu être pour eux ce que Paul Bocuse a été pour moi, j'aurais le sentiment d'avoir réussi. Et ça procure des émotions, ça fait super chaud au cœur. Parce que tu vois, ce jeune qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, il a fait 400 km pour venir me voir avec sa femme, avec sa fille. Il n'était pas obligé, tu vois. Et il a eu à cœur de venir. Qu'est-ce que tu veux lui faire payer son repas, ce mec-là? Tu lui offres. Tu lui offres son repas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois ce que je veux dire là? Ah, c'est clair. C'est adorable. Ouais, et encore une fois, je dis ça. Enfin, moi, je prends l'exemple de Paul Bocuse, mais je suis loin d'être un Paul Bocuse, archi loin d'être un Paul Bocuse. Mais en tout cas, si je peux avoir fait cet effet-là à un moment donné sur des jeunes, c'est fabuleux. Et puis après, moi, je suis super content de la réussite des autres, en fait. J'adore que les autres réussissent. Et si je peux avoir contribué à 1% de ça, je suis super content de ça. La bienveillance. Chef, et puis alors, l'auberge. Qu'est-ce qu'elle raconte, l'auberge? L'auberge, c'est une magnifique aventure. Parce que en fait, j'étais vraiment bien à l'école hôtelière de Lausanne. Ouais. Franchement, j'étais bien. J'ai fait 10 ans, j'ai toujours été bien considéré et tout. Et puis j'avais quand même à cœur de reprendre un jour un business avec ma femme. Ouais. Ce qui a été vraiment chouette, c'est que le jour où je lui en ai parlé, Banco, elle m'a dit « Banco, on y va. Ouais, qu'est-ce que t'attends, on y va. » Après, on s'est interrogé 2 minutes pour savoir si on reprenait un business en France ou en Suisse. Ça a duré 2 minutes. Tu as eu le rappel du lac des... Non, c'est vrai, on va rester en Suisse. On va rester en Suisse. Ça bosse, ça fonctionne, c'est sympa, c'est efficace, ça circule. Donc, on a décidé de rester en Suisse. Et puis, on a eu cette opportunité au Mont-sur-Lausanne, où il y avait cette auberge communale qui était fermée. On a présenté notre projet à la commune du Mont-sur-Lausanne. Ils ont cru en nous. Ils ont dit, allez-y, Banco, on vous fait confiance, on y va. On a ouvert le 11 janvier 2022. C'est tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau. On a ouvert le 10 décembre, exactement, 2021, mais on a une partie boutique dans l'auberge, où on fait cuisine, plats cuisinés, bocaux, épicerie, plats à l'emporter, etc., charcuterie fraîche maison. Et ça, on a ouvert juste avant Noël l'année dernière, et on a bien fait, parce que ça a super bien bossé direct. Après, on a ouvert le restaurant le 11 janvier, et puis là, on n'a pas fait beaucoup de publicité, mais on a 7 km de l'école hôtelière de Lausanne, donc on a une super clientèle école hôtelière de Lausanne. Ouais. Ma femme, elle a fait 10 ans au CHUV, elle était infirmière, chef unité de soins au CHUV, elle a un gros réseau, ça fonctionne super bien. La commune du Mont-sur-Lausanne a à cœur de nous faire travailler, les habitants du Mont-sur-Lausanne sont contents de voir l'auberge qui a réouvert, donc ça fonctionne plutôt bien. Chaque jour, ça va un peu mieux. Là, on est en pleine période de chasse.
Ça marche très très fort. On se fait un peu tabasser. On adore ça. Et puis, on vient d'apprendre aussi, et ça c'est une magnifique nouvelle, on a reçu un coup de fil fin juillet du guide Michelin, enfin pas un coup de fil, un courrier du guide Michelin, comme quoi ils allaient nous référencer sur leur application. Wow. Donc nous, on était super contents, tu vois, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça tout de suite. Donc on a envoyé les photos, on a envoyé le dossier. Et puis fin août, ils nous ont réclamé un peu plus de renseignements. Donc on a donné plus de renseignements, les horaires d'ouverture, les tarifs qu'on pratiquait, la philosophie de l'établissement, etc. Et puis là, on a appris il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, qu'on avait été gradué d'un bib gourmand qui représente une cuisine soignée avec un excellent rapport qualité-prix. Bien, ça. Et moi, je te cache pas que voilà, moi j'ai versé ma petite larme aussi, ma femme aussi, parce qu'on est à quelques mois d'ouverture seulement, tu vois. Et on s'est dit, ben, on va travailler avec la philosophie du bib gourmand parce que c'est un truc qu'on aime bien. Tu vois, on veut surtout pas faire un restaurant étoilé. On est dans une auberge communale, on veut que ce soit populaire, on veut que ce soit accessible, on veut que les gens ne soient pas obligés de casser la tirelire pour venir manger chez nous. On veut partager, en fait. Et avoir cette... On s'est dit, un jour, on aura un bib gourmand, tu vois, parce qu'on aime bien aller manger dans ce type d'établissement, qui ont des bibs gourmands. Même cet été, on était au Portugal, on était manger dans des bibs gourmands, tu vois. Mais on s'attendait pas à voir ça là. Incroyable. Et là, ça nous est tombé dessus. Là, on était, voilà, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Bien sûr, on a ouvert une bouteille. Trop beau. Voilà. Et on était super émus parce que c'est une belle aventure. On travaille beaucoup. On travaille dur. On travaille fort. Mais je suis super fier de ma femme parce qu'elle tient super bien la barre en salle. Et puis moi, je suis super fier de mes équipes aussi en cuisine comme en salle parce que tout le monde a enclenché la case. On y va, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, tu as utilisé le terme on travaille dur, on travaille fort. Mais la vie d'un chef, c'est quoi? C'est comment? Au niveau des horaires, de l'implication, de la cuisine. Ouais, écoute, tu sais, moi j'ai trop entendu dire la cuisine, c'est pas un métier facile. Mais finalement, tu vois, je crois qu'il n'existe pas beaucoup de métiers faciles. Hmm. Parce que ne peuvent réussir, et quand je dis réussir, c'est pas, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, tu vois. Mais tu peux pas réussir dans ce que t'aimes si tu t'investis pas, si tu travailles pas, etc. C'est nous, bien sûr que c'est compliqué la vie d'un chef parce que ben, les fournisseurs, les clients, les personnels, la cuisine, le coup de feu, le rush, etc. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que c'est physique. Mais est-ce que la vie d'une infirmière, c'est facile? Est-ce que la vie d'une aide-soignante, d'un personnel de santé, c'est facile? Nous, on a la chance de se donner à manger à des gens qui sont en bonne santé, qui vont bien, qui sont contents d'être là, etc. Tu vois, c'est assez gratifiant. C'est Et vrai. c'est moins dur psychologiquement aussi que de travailler dans des services, des fois dans des hôpitaux, et qui travaillent la nuit. C'est vrai. C'est aussi des infirmières qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end, qui travaillent les jours fériés, qui travaillent tout ça. Moi, aujourd'hui, à l'auberge, finalement, si j'ai envie de fermer le 24, le 25 et le 26 décembre, peux. je peux. Et je le ferai. Parce que j'ai pas non plus envie de devenir esclave de ce Bien business. Bien Et sûr. puis, toi, je suis à l'aube de mes 50 ans. Quand tu prends un business à l'aube de tes 50 ans, tu réfléchis différemment, C'est tu clair. vois. Tu te C'est dis, clair. bah, on a bien bossé, bravo, respect tout le monde, merci. On ferme 3 jours, on part en week-end. Voilà, bah, C'est vrai. tant pis, tu vas gagner peut-être 500 francs de moins. Et alors? Donc, C'est vrai. tu vois, c'est pas un métier plus difficile que les autres. Dès l'instant que c'est la passion qui t'anime et que tu as envie de prendre soin des autres, c'est du bonheur. C'est beau ça. Voilà. C'est beau ça, chef. Et l'étoile, ça a été à un moment donné un but ou pas? Non, Jamais? non, jamais. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés. J'ai eu la chance de travailler à l'Auberge des Templiers dans le Loiret. À l'époque, il y avait 2 étoiles Michelin. J'ai bossé à la Côte-Saint-Jacques, à Joigny. À l'époque, il y avait 3 étoiles Michelin. J'ai beaucoup aimé travailler dans ces établissements-là. Mais pour nous, le bib gourmand, c'est le Graal parce que c'est bonne cuisine, soignée, bon rapport qualité-prix. Pas de... Mais d'ailleurs, le Michelin, on leur a dit au départ, hein, on leur a dit dès le départ quand ils nous ont contactés, on ne veut surtout pas boxer dans la catégorie des étoilés. Et ne pensez pas, parce que vous allez venir manger dans un restaurant où il y a un meilleur ouvrier de France, qu'on va vouloir faire de la haute gastronomie. C'est vraiment C'est pas notre... c'est pas du tout l'idée d'une auberge communale. On veut un lieu de vie. Toi, hier soir, moi, après chaque repas, je passe voir les gens, je leur dis bonjour, ça s'est bien passé, vous allez bien, etc. Et hier soir, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc hyper sympa, qui m'a dit, chef, on a passé une bonne soirée. Et ben, tu vois, c'est pas on a bien mangé, c'est pas on a été bien servi ou comme ça, c'est on a passé une bonne soirée. Et ben ça, moi, tu vois, quand les gens ils repartent avec ça et qu'ils me disent on a passé une bonne soirée, ben moi, je suis super content parce que c'est un tout. L'accueil, le service, la cuisine, les vins, la boisson, peu importe.
Mais quand on me dit on a passé une bonne soirée, ben, je suis super content parce que c'est un tout. Et pas besoin. On peut passer une bonne soirée en mangeant une bonne cuisine bistrotière et charcutière, en ayant un service souriant, bienveillant, sympa. Voilà, c'est ça le C'est deal. la base. Moi, en tout cas, je vis pour ça maintenant. C'est la base. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, et je pense que tout le monde se pose, je pense que tu sais où je vais en venir, peut-être? Ou pas? Non. Non? Bah, t'es chef. Ça veut dire que tu as goûté plein de choses dans ta vie. Il y a des grands, on va dire, des grands mangeurs ici. C'est quoi ton plat préféré? Waouh, ça c'est dur. Tu me dis pas des pâtes, hein? Non, 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 non. Tu sais quoi, mon plat préféré, finalement, je crois que c'est pas un plat que c'est une vraie bonne table de copains, d'amis, de famille, de gens qui s'apprécient. Et je crois que Fabien, ça c'est trop politiquement correct. Mais non, mais pas. Donne-moi la substance dans la bouche, tu vois. Qu'est-ce qui te... Oh, c'est dur ça. Un vin de Bourgogne. Voilà. On me surnomme le bourguignon vaudois ici, tu vois. Ah, d'accord. Non, je sais pas si j'ai un plat de prédilection. Franchement, moi, je me régale avec. Après, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien quand c'est bon. Tu vois, j'aime bien une bonne fondue, j'aime bien une bonne raclette, j'aime bien un bon plat de poisson. J'adore le plat de partage, en fait. J'adore le plat qu'on pose et qu'on partage. Moi, je fais au restaurant, j'ai pas le choix de faire des assiettes un peu individuelles, tu vois. Mais finalement, ce que je kiffe, c'est le plat. En Alsace, les becs au feu, c'est fabuleux. Une fondue à partager, c'est fabuleux. Au Sénégal, les grands plats. Au Sénégal, putain, les tiebouis. Alors ça, voilà. Là, il y a il y a de l'émotion. Ouais, alors merci beaucoup. Tu m'as mis sur une piste. Ah, ok. Parce que le mafé, le yassa, le thieboudienne, ça, merci. Merci. Travail d'équipe. Ouais, ça c'est fort. Franchement, ça c'est fort. Ça, c'est des plats, si tu veux, là, il se passe quelque chose. Clairement. Merci, Johan. Voilà la team, le mafé, thieboudienne, à goûter. Le mafé, il coule un petit peu là, quand tu le manges, c'est du bonheur. C'est trop bon. Non, ça, c'est trop bon. Merci, Johan, c'est trop cool. Top, Fabien, merci beaucoup pour ce récit. Franchement, c'était top. Et je pense que, on va passer à l'auberge. Hein. Ah bah carrément, vous êtes toujours les bienvenus à l'auberge. Toujours les bienvenus. Il faut venir. Donc elle est sur le Mont sur Lausanne, c'est ça? Ouais, c'est le Mont sur Lausanne, c'est place du Petit Mont. Il faut faire attention, il y a 2-3 restos. Nous, on est vraiment place du Petit Mont. Il y a des petits panneaux un petit peu. Et puis maintenant, avec les moteurs de recherche, les sites internet, on se repère assez facilement. On a un très beau site internet, hein, www.aubergelemont.ch. Voilà. Et puis, et puis vous êtes carrément les bienvenus pour partager une belle tranche de vie gourmande. Allez, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Jeanne.